Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Marine Gianarelli et je suis chargée de mission inclusion et lutte contre les discriminations à l'Association nationale des étudiants en STAPS, donc l'ANESTAPS. La première question qu'on m'a posée, c'est en quoi cette charte permet-elle de repenser les questions et les pratiques de chacun. Alors moi je dirais pas repenser, mais surtout aller plus loin que la réflexion de base qui est souvent de la sensibilisation. Dans la charte, on va parler de formation, des organisateurs, organisatrices, d'événements, des encadrants, des encadrantes. On va parler aussi des accompagnants. Donc toutes ces questions de formation, c'est quand même l'un des noyaux essentiels pour être assez opérationnel pour le développement des pratiques pour les personnes en situation de handicap. On parle aussi d'approche holistique en activité physique adaptée et santé, donc qui est une mention en STAPS. Et du coup, cette approche holistique, on la retrouve aussi dans la charte, où on va prendre en compte la singularité de la personne. Et c'est ce qui va vraiment faire la complexité aussi de comment en fait on va développer les pratiques pour toutes et tous. Donc voilà, l'ANESTAPS du coup se retrouve dans les valeurs de cette charte. Et on a fait plusieurs travaux que je vais vous expliquer et dont on s'est aussi inspiré avec quelques nuances pour essayer de développer les pratiques pour toutes et tous. Ensuite, pour la seconde question, c'est les principes et les valeurs qui y sont énoncés trouvent-ils un écho favorable sur le terrain ? Donc justement là on va parler du côté opérationnel de la charte. Dans la charte justement il y a des valeurs etc. Et après on retrouve des petits outils quand même pour essayer de se rendre opérationnel. Donc moi j'ai noté le pouvoir d'agir dans la société. Donc là ça veut concrètement dire, j'interprète un peu la charte mais ça va faire suite à comment nous en fait on la voit aussi à l'ANESTAPS. C'est mettre les personnes en situation de handicap au cœur des réflexions, mais aussi au cœur des politiques publiques. Par exemple, pour un événement sportif ou parasportif, les personnes en situation de handicap, justement, elles doivent être organisatrices, bénévoles, intervenantes, participantes. Il faut vraiment les inclure dans toute la réflexion d'un événement sportif. Là, je parle vraiment d'événements sportifs. Par exemple, à l'ANESTAPS, on organise la Journée nationale du sport et du handicap depuis maintenant 11 ans. Donc depuis l'année dernière, on avait toujours réfléchi comme ça. Ce qui est le plus compliqué peut-être, c'est d'inclure les personnes à la réflexion, mais dans le milieu étudiant, parce que à l'université, les étudiants et les étudiantes en situation de handicap sont invisibilisés et ont du mal à prendre part justement aux côtés à la vie associative, mais parce qu'en fait elles ont plein de freins qui s'offrent à elles, que ce soit pour leurs soins, que ce soit pour leur aménagement d'études. Donc là, c'est là où on va devoir travailler avec le service handicap des universités pour justement aller vers. Et c'est le aller vers justement qui nécessite plus de réflexion de notre part pour pouvoir toucher un maximum de monde et pour pouvoir vraiment mettre en avant les personnes en situation de handicap qui sont concernés, mais surtout qui voudraient prendre part à toute cette vie associative et du coup qui en vient à cette vie universitaire. Donc ça, c'est l'axe d'amélioration aussi que chaque structure doit avoir en tête, que le plus compliqué, on sait en STAPS aménager les pratiques, les structures, on n'y est pas encore, mais il y a des structures adaptées, il y a du matériel adapté, mais le plus compliqué peut-être, c'est de savoir les besoins. Parfois, les personnes en situation de handicap ne savent même pas leurs besoins sportifs parce que dans leur représentation, c'est même pas possible pour elles d'avoir accès au sport. En fait, les valeurs et les principes de cette charte et même le côté opérationnel, c'est chaque structure, chaque signataire qui a pris part à la charte va devoir l'interpréter parce que si on reste abstrait dans la représentation de la charte, on n'avancera pas. Et donc c'est comme ça aussi qu'on va construire des projets, des contributions, je vais vous en parler tout à l'heure, mais voilà, d'avoir des feuilles de route dans notre référentiel à nous et qu'on s'inspire vraiment justement des grands principes pour pouvoir avancer. Et dans la charte, oui, on retrouve les principes et les valeurs, mais qui font référence aux droits des personnes en situation de handicap, notamment la loi 2005 sur l'égalité des droits et des chances. Donc voilà, on retrouve quelque chose qui existe depuis longtemps. Donc là, le but
je parle beaucoup du côté opérationnel, mais c'est vraiment d'agir, parce que très souvent on est face à des agacements de signatures de chartes, et le travail qu'on a à faire avec tous les signataires, c'est de vraiment l'interpréter et d'avancer ensemble, et la mise en relation avec tous les signataires, parce qu'il y a énormément d'acteurs et d'actrices très différents et différentes. Donc le but, ça sera de collaborer si besoin, et de connaître toutes les missions et les spécificités de chacun et de chacune pour qu'on puisse construire un projet plus global ensemble. La difficulté, comme j'ai dit, c'est que c'est un combat à long terme, et même c'est des avis qu'on essaye de prendre. Comme j'ai dit, les personnes qui sont concernées, c'est vraiment pas négligeable de les mettre sur le côté, sachant qu'elles sont sur le côté dans la société en général. Donc là, je pense qu'en collaborant aussi avec des fédérations de personnes concernées, pour l'exemple concret, nous à la NOSTAPS, on adhère à la fédération 100% en dynamique. C'est une fédération qui regroupe les jeunes en situation de handicap et qui va les accompagner pour leur insertion professionnelle. Donc on reste dans cette sphère un peu étudiante de jeunes, et ça nous permet aussi en allant à leur conseil d'administration et aussi en allant à leurs événements, de comprendre tout l'enjeu des personnes en situation de handicap, les freins qu'elles rencontrent, et aussi d'avoir une certaine légitimité dans nos événements, parce qu'elles prennent pleinement part à cet événement-là et nous permet de faire des retours et d'affiner justement tous les aspects accessibilité et réflexion même plus éthique, plus large dans l'événement. Donc ça, c'est hyper important aussi de collaborer avec d'autres structures plus expertes, et même de les intégrer dans nos structures. Ça, c'est super important aussi si elles veulent prendre part, et pour avoir une politique publique plus accessible, plus inclusive. Ça, c'est hyper essentiel de les intégrer aussi dans la gouvernance, là, notamment du sport. Comment ça se passe pour que ça se passe bien? Comment vous faites? C'est vrai que l'idée, elle paraît un peu idéale, l'idée idéale, parce qu'en fait, on est, nous, une structure nationale pour laquelle des associations territoriales adhèrent. Souvent, c'est les bureaux des étudiants en STAPS dans différentes villes. Donc, on essaye, nous, d'avoir une réflexion vraiment généraliste en produisant des travaux plutôt opérationnels. Donc là, je vous ai parlé de la contribution sport et handicap, qui a été votée en conseil d'administration. On va aborder justement tout le long de la vie de la personne en situation de handicap, quels freins elle a et quelles solutions pourraient être données pour avoir accès à la pratique, ou même pour sensibiliser les personnes sans handicap au parasport par exemple. Donc ça va du système éducatif jusqu'à l'université, et pour aller plus loin, c'est comment le mouvement sportif et parasportif va pouvoir collaborer avec le monde universitaire pour assurer la continuité du parcours sportif de la personne en situation de handicap. Donc tout ça, c'est des idées, c'est des choses qui existent déjà dans certaines universités. Donc on s'est basé sur l'existant. On s'est basé sur aussi des recommandations qu'on avait de structures expertes et concernées par le handicap. Et le côté opérationnel, comme vous avez dit, est-ce que ça marche ou pas? Là, ça va être justement plus complexe à évaluer, mais ça va être nécessaire, sur comment en fait les universités, comment les associations de chaque territoire vont pouvoir mettre ça en place, parce que c'est des problématiques différentes par territoire, des publics différents par territoire, des handicaps différents aussi en majorité dans certains territoires ou autres. Donc oui, la complexité elle est là, on la nie pas, mais en fait on essaye quand même de proposer des idées concrètes et claires, avec sûrement, oui, on simplifie un petit peu les choses, mais on sait très bien que sur le terrain, donc grâce à nos associations STAPS étudiantes dans les différents coins de la France, et notamment en Outre-mer, on sait que ça va être beaucoup plus compliqué. Et comme vous avez dit, la mise en lien, elle est nécessaire. Je garde mon référentiel du monde universitaire parce que c'est là où on agit le plus et c'est là où on connaît un peu plus, on a plus de clés.
Mais par exemple, la mise en lien entre les services handicap, les associations STAPS étudiantes, les SUAPS, la FFSU, enfin tout ce mouvement sportif universitaire et le mouvement d'accompagnement des personnes en situation de handicap doivent vraiment se mettre en lien pour garantir l'accessibilité à la pratique. Ça fonctionne parce que justement on a repris des choses existantes à Grenoble, à Marseille, notamment avec du tutorat étudiant pour qu'un étudiant qui soit en STAPS et comme je vous ai dit aller en filière APAS par exemple puisse accompagner un étudiant ou une étudiante en situation de handicap vers une pratique, vers des structures justement sportives. Donc il y a plein de choses qui existent et ce qui nous manque c'est la centralisation des informations et aussi de collaborer tous et tout ensemble. Alors la culture sportive, déjà il y a des grands débats sur est-ce que le sport est de la culture ou relève de la culture ou est à côté d'une certaine culture. Là je vais interpréter justement la question de est-ce que tout le monde s'identifie justement à une culture sportive, tout le monde est-ce que se sent concerné que ce soit par la pratique d'un sport, d'un parasport ou bien même d'être inclus dans un spectacle sportif, d'avoir accès justement à un spectacle sportif et aux informations sportives en général. Bien c'est là où c'est pas du tout un bien commun qu'il y a énormément de personnes éloignées des pratiques et même n'ont pas du tout accès à cette culture sportive. Là, on parle notamment des personnes en situation de handicap, mais il y a plusieurs publics qui sont éloignés. On va parler aussi des personnes âgées, des femmes, des personnes qui ont des problèmes justement dans leur insertion sociale. Donc voilà, il existe encore aujourd'hui, et ça faut pas le nier non plus, plein de publics qui n'ont pas du tout cette identité-là sportive ou qui ont du mal justement, mais c'est tout à fait normal parce que si on va parler des médias en termes de médiatisation dans le sport, il y a moins de sport dit féminin, il y a moins de parasport, de sport inclusif où justement la personne ne va pas s'identifier tout simplement à ce sport-là. On a la question d'accessibilité à des spectacles sportifs, des matchs, etc. Il y a de plus en plus d'initiatives pour que les personnes en situation de handicap puissent accéder à des matchs de sport, de foot, enfin voilà, des sports dits ordinaires. Il y a plein de choses qui commencent à arriver, comme là l'exemple c'est pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, il y a des plateformes qui vont exister pour les matchs où elles vont pouvoir suivre le match en direct donc au toucher, etc. Donc voilà, il y a de la technologie aussi qui va commencer à arriver. Je ne suis pas experte donc je ne vais pas développer plus et c'est pas forcément notre expertise là-dessus. Donc voilà, là pour moi c'est non. Et justement ce qu'il faut mettre vraiment en avant et mettre au cœur aussi de ces enjeux-là, c'est le système éducatif pour justement accéder à cette culture-là et concerner vraiment tout le monde dans la contribution sport et handicap justement qu'on a faite nous à la NOSTAPS. On essaye d'inclure vraiment tous les jeunes que ce soit sans handicap ou en situation de handicap, dans les différents établissements, dits ordinaires, les établissements, les ESMS, où on essaye justement de proposer des solutions pour sensibiliser et en parallèle aussi agir. Donc on va essayer d'inclure dans les écoles dites ordinaires des parasports, pour sensibiliser les jeunes qui n'auraient pas de handicap, et même si un jeune parce que là le but c'est d'inclure aussi les jeunes en situation de handicap dans les écoles dites ordinaires, ça va être aussi de les inclure dans les séances DPS et qui n'ait pas ce rôle-là d'arbitre ou juste qui soit dispensé de sport dans les écoles. Donc voilà, là il faut directement agir dans le système éducatif pour justement contribuer à cette culture sportive et pour considérer réellement que c'est un bien commun. Mais actuellement, on ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Dans le système éducatif, il faut voir tous les acteurs qu'il y a. Parce que là, on parlait de formation, par exemple. Donc, est-ce que les professeurs sont formés en primaire, par exemple, sont formés
à dispenser des cours, de sport, de parasport, pour sensibiliser. Est-ce qu'ils ont toutes les clés dès leur formation? Donc là, il y a un enjeu dans la formation. Pour les professeurs de PS, là ça va être aussi la filière STAPS. De plus en plus, même sur la contribution sport et handicap, on en parle de la formation des futurs professeurs de PS. Pourquoi pas mettre des sujets lors de leurs examens, etc., sur les parasports spécifiquement. Voilà, l'intégrer en fait dans tous les contenus de formation, intégrer les enjeux du sport et du handicap d'une manière très spécifique dans toutes les mentions en général en STAPS, pour que chaque futur professionnel du sport puisse avoir toutes les clés, tous les outils déjà pour rendre opérationnel un petit peu tout ça. Donc voilà, là déjà il y a les professeurs qui doivent être formés là-dessus et qui doivent aussi savoir accompagner. Jérôme Rousseau, il a dû vous le dire, mais ce qui manque aussi, on a beau être expert dans les pratiques, mais si on ne sait pas accompagner une personne en situation de handicap avant sa pratique, faire un transfert, l'amener aux toilettes, enfin tous les gestes quotidiens, si on ne sait pas faire ça avant ou pendant et même après sa pratique, là aussi ça pose problème. Donc la connaissance d'un public à besoins spécifiques, elle doit être nécessaire dans la formation. Donc voilà, là c'est le côté vraiment enseignement, formation. Les enfants sans handicap, ça va passer aussi par la sensibilisation et aussi l'intégration des jeunes en situation de handicap dans les écoles dites ordinaires. D'une manière personnelle et même quand on interroge les personnes, ce qui crée la différence, c'est pas la personne en situation de handicap, c'est juste que elles ont été invisibilisées tout le long de leur vie et du coup c'est là où il y a un choc quand justement il y a des rencontres, parce que justement on n'a jamais été sensibilisés réellement, ou même au vivre ensemble et à l'indulgence qu'on pouvait avoir. Donc c'est vrai que c'est des questions en fait qui relèvent d'une complexité, parce que sur le long terme il peut y avoir ce choc de présent. Et donc c'est nécessaire, c'est pour ça que nous on s'axe vraiment sur le système éducatif, parce que c'est ce qui nous semble le plus juste pour avoir un impact à long terme. D'où le fait que dans nos champs d'action qui sont possibles à la NESTAPS, on travaille avec les doyens de la conférence des doyens en STAPS. Donc c'est les directeurs et les doyens qui se regroupent. Et lorsqu'on va changer les fiches RNCP, tout ce qui va être plaquettes, tout ce qui va être contenu de formation, les grandes lignes donc à l'échelle nationale, le but ça sera justement comme j'ai dit, d'inclure d'une manière très transversale les enjeux du handicap. Voilà, en fait il faut voir tous les leviers d'action qu'on a à notre échelle et par la structure. On a aussi nous des élus dans les universités, on a des élus aussi dans les facultés et dans les conseils des sports, etc., qui vont permettre aussi de faire évoluer un peu ça. Mais c'est un combat vraiment à long terme et un combat très, très lent. Et c'est ça aussi qui est très frustrant. Et je dirais pas que c'est frustrant. C'est frustrant pour nous, mais c'est encore plus frustrant pour les personnes en situation de handicap. Voilà, c'est ça aussi qui donne l'urgence. C'est quand on collabore avec tout le monde, en fait, on se rend compte de cette urgence et finalement, il y a quand même cette espèce de lenteur qui est présente et c'est assez pesant. Mais on va y arriver. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se battre aux côtés des personnes en situation de handicap et surtout s'identifier comme alliés, ne pas prendre leur combat, ne pas s'accaparer leur combat. Faut vraiment voir ça. Je sais que nous, on a le statut d'allié. Et c'est important de le garder en tête parce que on n'est pas légitime à porter certains combats plus spécifiques, mais en tout cas dans le combat général, je parle de combat parce que c'est militant, c'est important de se battre aux côtés d'eux tout en ayant ce statut d'allié. Là, nous, on met en place pendant nos événements des outils d'impact. Donc, faut vraiment
évaluer l'impact, et c'est ce qui se fait de plus en plus, évaluer l'héritage et l'impact d'un événement ou même d'un programme qu'on met en place pour savoir si les personnes qui ont participé à notre événement à long terme vont changer leur vision des choses et aussi vont changer leurs pratiques. Donc un exemple concret d'un critère, ça va être est-ce que la personne qui a assisté à notre JNSH, Journée nationale du sport et du handicap, elle va regarder plus de parasport, elle va regarder les Jeux paralympiques, est-ce qu'elle s'est inscrite à un sport inclusif, un sport partagé. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte, donc avoir des outils d'impact d'un événement. Il y a aussi, on manque pas mal d'enquêtes, de chiffres, notamment sur, là on va rester dans le monde, dans la sphère du sport, mais dans la gouvernance du sport, combien de personnes en situation de handicap sont représentées. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que ces personnes-là soient au cœur de la réflexion et aussi au cœur de toutes les instances sportives pour justement qu'on aille un petit peu plus vite sur la question. Et la façon, de façon plus durable et avoir des avancées significatives, tout va se jouer aussi sur le système scolaire. Tout à l'heure, je parlais de la pratique d'EPS, en EPS, mais il y a aussi tous les dispositifs en dehors de l'EPS. Il y a pas mal de choses qui ont été faites par l'UNSS, etc. Donc tout ce qui va être complémentaire à l'EPS quand on est jeune, c'est tout aussi important de le prendre en compte. Voilà, il faut vraiment avoir tous les leviers d'action dès le plus jeune âge pour qu'il y ait de façon durable justement des avancées et des choses très concrètes pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Est-ce que les jeunes, je ne sais pas ce que ça veut dire jeunes, mais disons les petits dans les écoles ou jusqu'au collège, on va dire avant le lycée, est-ce que de manière générale ils sont dans une résistance face au handicap? Ou est-ce que en fait pour eux la question en fait ne se pose pas? Selon moi, en fait, l'école, c'est pour ça qu'on peut. Alors, on peut pas généraliser, mais évidemment, on voit une grande indulgence très souvent chez les plus petits, comme on dit. Mais après, tout va dépendre aussi de l'éducation qu'ils vont recevoir, l'éducation primaire. Et c'est pour ça que l'école, c'est quand même important pour essayer au plus petit, même dès le plus petit âge, de s'émanciper. Bon, on parle d'émancipation quand on est un petit peu plus grand, mais ça commence justement dès ce plus jeune âge-là. Donc si on arrive à leur inclure des valeurs et une représentation de la société plus indulgente et pour toutes et tous, voilà, qui inclut vraiment tout le monde, qui rend accessible, on n'aura pas déconstruit, mais on aura construit. En fait, là, ce qu'on essaye de faire, c'est de déconstruire les représentations des plus vieux, des plus grands jeunes. Mais du coup, on ne va pas essayer de déconstruire les plus jeunes, les plus petits. On va juste essayer de les construire. Et ça fait l'école, en fait, c'est juste c'est un moyen de pouvoir avoir accès à cette construction-là. Donc, je dirais pas que c'est pas un frein et ça va pas être eux et elles les premiers et premières en contradiction avec le projet d'accessibilité, mais au moins on aura donné une certaine représentation tout le long de leur vie, justement, donc de l'école à la faculté, à l'université, dans les écoles, pour justement construire une représentation plus juste de la société. Mais on ne va pas déconstruire.